Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être là. Un public très divers, un public très jeune également. Je vous salue toutes et tous. Bien sûr, merci d'être avec nous dans cette amphi de Lyon 3. Et petite mention particulière à nos lycéens qui sont là, qui viennent d'à côté de Creil, si je ne m'abuse, avec leurs professeurs de sciences économiques et sociales. Vous êtes là pendant 3 jours. Vous allez vraiment... Enfin, vous êtes déjà là depuis hier d'ailleurs. Vous allez vraiment vous régaler parce que vous qui faites de l'économie et du social, les GECO sont faites pour vous. Voilà. Merci donc d'être là. Très heureux d'être avec vous. Je m'appelle Emmanuel Cuny, donc je suis journaliste chroniqueur économique à France Info, par ailleurs président de l'AGEF, qui est l'association des journalistes économiques et financiers. Je suis très heureux de modérer cette table ronde qui est sur un sujet, comme vous le savez, pour le moins d'actualité. Enfin, c'est toujours d'actualité, c'est l'Europe, bien sûr, mais dans une évolution. Comment justement évolue cette Europe? D'où vient-elle? Où va-t-elle surtout? À combien? Avec quels outils pour convaincre? Parce qu'on va voir que, même si elle est très critiquée, l'Europe a beaucoup de vertus. Le titre, vous le connaissez, vous l'avez vu sur le programme, Europe, coaliser les États ou unir les hommes. Et là, ça fait référence, peut-être que certains amateurs d'histoire plutôt s'en souviennent ou l'ont appris. C'est cette phrase de Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe en 1951, qui disait « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes », disait-il. C'est justement le thème de cette table ronde. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? Objet de beaucoup de critiques, je le disais, mais aussi garante de stabilité, de paix, et puis également pour éviter des chocs monétaires. Avec l'euro, ça c'est important. L'Europe apparaît aussi parfois comme un vrai champ de bataille sur lequel les États se tirent un petit peu dans les pieds, tirent à hue et à dia pour les responsabilités. On va voir comment on peut avancer. Donc, où en sommes-nous du rêve finalement d'une démocratie bâtie de toutes pièces avec ses règles? Quel est le dialogue nécessaire aujourd'hui? Est-ce que l'Europe est encore capable d'unir les femmes et les hommes qui sont acteurs d'une communauté de destin? Pour en parler, 2 grands acteurs européens. Madame Sylvie Goulard, première gouverneure de la Banque de France, sous-gouverneure de la Banque de France. Vous n'êtes plus à la Banque de France, Madame Goulard. Alors, pardonnez-moi, oui, effectivement. Mais vous y étiez en charge des affaires européennes notamment et des affaires internationales. Jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière. Vous avez été également ministre des Armées au sein du premier gouvernement d'Édouard Philippe. Et puis, dans les années 2000, vous avez été conseillère du président de la Commission européenne. Justement, à l'époque, c'était M. Romano Prodi. Alors, Jean-Marc Libéraire avec nous également, fondateur et actuel président de l'Institut Jean Monnet. Je le rappelle, père fondateur de l'Union européenne. L'objectif de l'Institut, c'est d'imaginer, formuler les solutions innovantes aux problématiques d'aujourd'hui en s'appuyant justement sur l'héritage historique de votre grand-père, car vous êtes petit-fils du père fondateur de l'Europe, monsieur Jean Monnet. Alors nous sommes pendant 1 heure ensemble. C'est un débat interactif. Je vais vous donner 4-5 minutes de propos liminaires. Après, nous allons dialoguer et débattre. Et puis, la parole sera également à la salle. Les personnes également qui nous regardent derrière leur écran, leur écran à domicile, vous pouvez aussi poser les questions. Toutes les consignes sont indiquées. Vous avez le numéro de téléphone sur lequel vous envoyez un SMS. Les questions m'arriveront sur une tablette et je les lirai au fur et à mesure. Et bien sûr, j'oubliais, Madame Goulard, la dimension européenne, votre poste de députée européenne, qui ajoute à la légitimité, s'il le fallait, de votre présence ici ce soir. Alors, Jean-Marc Libéraire, je vais commencer, si vous le voulez bien, avec vous. Alors, on ne va pas refaire l'histoire entièrement, mais concrètement, le contexte de l'époque par rapport à celui qu'il est aujourd'hui. On est dans une situation totalement différente de ce que votre grand-père, en fait, dans laquelle votre grand-père a construit cette Europe. Tout à fait. Alors, je vais merci de m'avoir invité. Et merci, Sylvie, d'être là avec moi. Effectivement, merci d'avoir rappelé l'hérédité familiale. Assurez-vous, soyez sûr que parfois être le petit-fils d'un grand homme, ça fait se sentir tout petit. Et c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, je suis ravi d'avoir
autant de jeunes là. Donc ça va m'obliger à être très clair aussi, ce qui est très bien. Alors un petit peu d'histoire quand même. Cette phrase « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes », effectivement, c'est une phrase que Monnet a utilisée dans un contexte assez particulier. C'était en 1952 à Washington, aux États-Unis, où ils s'y connaissent en fédération. Et l'idée, c'était d'expliquer aux Américains l'esprit dans lequel se faisait la construction européenne. Et en particulier, ce premier pas assez révolutionnaire de la construction européenne, qui était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et pour vous rappeler très rapidement ce que c'était le contexte dans lequel ça s'est fait, il s'agissait, après la Seconde Guerre mondiale et alors que la guerre froide était, on va dire, menaçait l'Europe et le monde, de trouver un moyen de pacifier le continent et d'unir les Européens dans une paix efficace, productive et durable. Et l'idée qu'a eu Monnet, c'est de prendre l'objet de conflit potentiel entre Européens, en particulier la France et l'Allemagne, qui étaient ces ressources de charbon et d'acier qui sont nécessaires au développement économique comme au développement d'une industrie d'armement, et faire de cet objet de conflit potentiel un bien commun, un objet commun qu'on gère pour le bénéfice de tous. C'est ça la grande idée. Et à partir de là, de créer une interdépendance, une solidarité de fait entre Français et Allemands, et ensuite 4 autres pays les ont rejoints, à partir de laquelle construire petit à petit, en rajoutant des interdépendances dans des secteurs différents, une fédération européenne. Donc il faut se rendre compte que c'était véritablement révolutionnaire. On sortait de 300 ans d'ordre westphalien dans lequel les relations entre les États vraiment rythmaient les relations internationales, et dans lesquelles se développaient des alliances, des rivalités qui menaient à des jeux de pouvoir qui ont mené à la guerre 3 fois en 70 ans avant le début de la construction européenne. Le point clé de cette communauté européenne charbon-acier, c'est la création d'une haute autorité, un organe totalement indépendant, auquel les pays participants délèguent leur souveraineté dans la gestion de cette ressource commune de charbon et d'acier. Ça, c'est tout à fait nouveau, hein, l'idée que des États souverains décident de déléguer une partie de leur souveraineté à une entité indépendante qui agira indépendamment d'eux sur une ressource qui leur appartient ou qui leur appartenait. C'est tout à fait nouveau. L'idée, comme je disais, c'était ensuite de rajouter d'autres secteurs économiques et arriver progressivement à une fédération européenne. C'est arrivé, ce rêve, cet élan s'est cassé un petit peu tôt sur la communauté européenne de défense. C'est-à-dire que très tôt, dans les années 50, Monnet, pour des raisons contextuelles de guerre de Corée, a proposé la création d'une armée européenne, d'une communauté européenne de défense. Mais là, on sortait du domaine économique, on touchait au domaine politique, et ça n'a pas fonctionné. Et ils ont réalisé à ce moment-là qu'il faudrait faire l'Europe avec les nations et qu'il fallait essayer de trouver un juste équilibre entre cette supranationalité représentée par la haute autorité et les États-nations et la souveraineté des États-nations qui étaient représentés dans la communauté européenne charbon-acier par un conseil. Alors, après ça, l'équilibre entre le supranational qui s'occupe de l'intérêt commun et le national a continué à évoluer avec le traité de Rome et ce fameux triangle institutionnel qui met en place une commission qui s'occupe de l'intérêt commun, dans l'intérêt de tous, un conseil qui représente les intérêts des nations et qui décide ultimement, et un parlement.
Alors, depuis... on aura l'occasion d'y revenir en détail. Voilà. Ce que je vous propose, c'est peut-être... Alors, très rapidement, très rapidement, et on attaque le débat. Cet équilibre depuis a été bousculé. On a beaucoup évolué. On a 70 ans plus tard, on a créé un marché unique, une monnaie unique. On a une banque centrale et aujourd'hui on a 10 États qui frappent à notre porte. Alors tout n'est pas parfait et c'est là qu'on va le voir. On va le voir en détail et nous allons en parler. Et on est à un moment de vérité où il faut vraiment qu'on se pose la question de la façon dont on veut faire évoluer cette Europe et notamment dans ses dimensions collectives, communautaires et dans ses dimensions nationales. Alors, Sylvie Goulard, j'ai cité la Banque de France avec la dimension européenne internationale qui était la vôtre, notamment l'Institut franco-allemand. Vous êtes aujourd'hui qui occupe pratiquement 300% de votre temps, j'imagine. Quel est son rôle ? Alors, bon, l'Institut franco-allemand, j'ai la chance de le présider, il a été créé en 1948 par des gens qui, en Allemagne, se sont dit faut que ça s'arrête. Donc des gens de la société, comme des gens qui sont ici ce soir, qui n'avaient pas de mandat. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire, mais en 1948, l'Allemagne fédérale n'avait pas encore pris son existence. Le Reich s'était écroulé, l'Allemagne était partagée en 4 zones d'occupation, et dans une des zones d'occupation, il y a eu des gens dans le sud de l'Allemagne, près de Stuttgart, près de la frontière avec la France, qui se sont dit « ça suffit » et qui ont lancé tout un tas de choses comme les jumelages de communes. Et je trouve franchement, quand on voit combien il y avait eu de morts, combien il y avait eu de familles qui avaient souffert des 2 guerres, avoir en 1948 des gens qui disent il faut qu'on prenne les choses en main parce que les politiques ne sont pas capables de garantir la paix, je trouve ça formidable. Donc quand ils sont venus me chercher, j'ai accepté. Mais ça ne m'occupe pas à 300%, parce que je crois que vous avez mentionné quand même, Emmanuel, dans mon parcours, le fait que j'ai été député européen. Et je voudrais partir de là. Je voudrais demander aux jeunes qui sont là, combien il y en a qui ont 18 ans ou qui les auront d'ici juin. Voilà. Donc vous allez avoir la chance de voter pour la première fois pour les élections européennes. Alors vous votez pour qui vous voulez, mais à mon avis déjà, allez voter. Pourquoi ? Parce que dans la phrase de Monnet, nous unissons les hommes, nous ne coalisons pas les États. C'est quoi l'idée qui est derrière ? C'est l'idée que ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas simplement des délégations. Vous avez une délégation de l'État français, une délégation allemande, une délégation danoise ou polonaise qui se retrouvent et qui négocient chacun derrière leur drapeau. Vous êtes des citoyens européens. Grâce au travail du grand-père de Jean-Marc et de tout un tas d'autres personnes, on a développé petit à petit plusieurs des organes. Mais d'abord, avant de parler des institutions, je trouve que c'est important. Voilà. Le Parlement européen vous représente. Vous pouvez voter pour les uns, pour les autres. Moi, je ne fais pas de politique politicienne. Mais en tout cas, votre voix peut compter dans de la législation qui vous concerne. C'est de la législation qui encadre le droit des consommateurs, qui encadre le fonctionnement des banques, le fonctionnement des assurances, qui introduit... Alors, on dit toutes ces normes, elles sont casse-pieds. Ben, moi, je ne suis pas d'accord parce que, après, la loi est plus ou moins bien faite. Hein, ça, c'est vrai. Mais si on ne veut pas vivre dans une jungle, on a besoin de règles. D'accord ? Donc, le Parlement européen, c'est celui qui permet aux citoyens d'avoir leur mot à dire. À côté, il y a la légitimation des États. Et c'est Joschka Fischer, qui était ministre des Affaires étrangères allemand il y a une vingtaine d'années, qui disait que la meilleure définition de l'union, c'est une union d'États et une union de citoyens. Et on n'a pas un équilibre totalement stable entre les deux côtés. Et comme citoyen, vous avez des droits. Vous avez des droits directs, y compris des droits contre les institutions de votre pays si, à certains égards, elles violent des règles qui ont été agréées en commun. Donc, gardez bien à l'esprit, vous allez pouvoir voter, vous allez pouvoir vous exprimer. Ce n'est pas parfait, c'est bien pour ça qu'il faut aller voter, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte que tout ça soit transformé positivement. Et vos droits sont garantis par une cour de justice qui est supranationale. Par exemple, je prends toujours cet exemple notamment pour les filles. Les femmes ne pouvaient pas entrer dans la Bundeswehr, dans l'armée allemande. C'est la cour de justice qui a donné le droit aux femmes, il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, d'entrer dans la Bundeswehr. Donc c'est ça l'idée. Soit on unit des États, il n'y a que des diplomates qui se retrouvent derrière des portes closes, soit on a des organes qui fonctionnent de manière aussi beaucoup plus transparente. Un Parlement, il a plein de défauts. Celui-là m'a assassiné, donc je ne vais pas non plus rendre hommage à tous les députés. Mais objectivement, beaucoup de choses se passent en public dans un Parlement. De même que devant une cour, il y a des règles. Voilà. Donc c'est ça un peu le... Et si vous regardez l'état du monde, il n'y a aucun autre endroit au monde où on a franchi cette étape d'avoir
des institutions supranationales. Il y a plein de gens qui disent ça ne marche pas, c'est pas bien. Oui, mais les autres, ils n'ont pas essayé. Hein. Donc, quand on fait quelque chose qui n'a jamais été fait, on tâtonne. Il ne faut pas la ramener, d'ailleurs. Il faut être très humble et se dire qu'on peut perfectionner. Et vous vous rendez bien compte, je pense que vous êtes intéressé par les sujets climat, vous êtes intéressé par la défense de la nature, la préservation de la biodiversité, le fait qu'on arrive à maintenir des règles d'utilisation du numérique qui évitent qu'il y ait des abus ou du harcèlement. Eh bien, on se rend bien compte qu'au niveau mondial, il nous faudrait des instances où il y a quelque chose au-dessus des États, où il y a des gens qui peuvent dire à des personnes qui propagent de la haine en ligne qu'ils n'ont pas le droit de le faire, ou qu'on arrive à se mettre d'accord sur une allocation de quotas carbone au niveau mondial. Voilà. Donc, toutes ces questions, d'un côté, elles peuvent vous paraître hyper abstraites. Hein. Je me rends compte, moi j'imagine quand j'avais votre âge, parler d'institutions, tout ça, c'est toujours un peu abstrait. Mais d'un autre côté, ça vous concerne et vous pouvez vous engager. Et la raison pour laquelle moi je me suis toujours battue pour que l'Europe ait cette dimension démocratique, c'est que la démocratie, c'est pas parfait, mais le reste, c'est pire. Voilà. Et on a beaucoup de chance quand même d'être dans des systèmes dans lesquels, en tout cas, il y a eu un effort de démocratie. Donc on dit merci à son grand-père, qui d'ailleurs est enterré au Panthéon, parce que c'est vraiment un grand homme. Grand homme de la nation. Alors, la nation, tiens, justement, la souveraineté, on va en reparler. Sylvie Goulard, vous soulevez l'importante question de la gestion, la manière de gérer collectivement le bien commun. Aujourd'hui, c'est quand même une tâche relativement difficile. Une Europe parfois très divisée, mais qui a besoin d'aller dans la même direction. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jean-Marc Libéraire, de ce fameux idéal européen? Oui, alors effectivement, la gestion du bien commun, la création de biens communs et la gestion de biens communs, c'est vraiment la grande innovation. Pour revenir peut-être rapidement aussi sur les questions de représentation démocratique, parce qu'effectivement, le bien commun, la différence entre un bien commun et un autre, c'est qu'il est géré pour le bien de tous, pour le bien commun. C'est-à-dire que sa gestion répond à un souci d'intérêt général et non pas à un souci d'intérêt particulier d'un État ou de l'autre. Et le grand organe de gestion du bien commun dans le cadre de l'Europe, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, son rôle, c'est de proposer des nouvelles solutions qui soient communautaires et dans laquelle, qui permettent aux Européens de gérer ensemble quelque chose qui leur est propre. Alors, donc, cette Commission européenne, parfois, on a tendance à penser que ça n'a pas de légitimité démocratique, on dit l'Europe. Hein. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces organes, y compris la Commission, elles sont le résultat direct d'un processus démocratique. Le Parlement européen, il est élu par vous, j'espère. Le Conseil européen dans lequel se réunissent les chefs les gouvernements et qui prennent effectivement les décisions pour l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe ne prend aucune décision pour elle-même. L'Europe, ce sont les États qui se retrouvent et qui prennent une décision, pour la plupart en consensus, même s'ils peuvent décider à la majorité. Dans 80% des cas, tout le monde est d'accord pour prendre les décisions. Donc les décisions européennes, en fait, ce sont les décisions des États que vous avez également élus. Et au sein de la Commission, il y a un commissaire par État qui, même s'il est censé être indépendant, a quand même, se voit un peu quand même comme le représentant de son État. Donc la représentation démocratique au sein des institutions européennes, elle est effectivement partout. Alors, la gestion collective, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, totalement d'accord avec les propos de Jean-Marc. C'est plus drôle, si on est d'accord, vous allez vous endormir. Vous-même, vous avez été au cœur du réacteur. Oui, alors moi, j'ai travaillé avec le président de la Commission, j'ai été députée. Alors, par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement justes. Moi, mon sentiment, je vais donner un avis très personnel, qui n'engage strictement que moi, c'est qu'il y a une critique chez les europhobes, chez les eurosceptiques, chez tous les gens qui n'aiment pas ça, de dire c'est pas démocratique parce que la Commission n'est pas élue et tout. En fait, ils se trompent, à mon avis, totalement de critique. Ils n'ont pas entièrement tort, mais pas pour les raisons qu'ils croient. Et pour moi, le véritable problème, et on l'a vu, je vais vous prendre des exemples concrets, parce que je pense que c'est un peu abstrait tout ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a à gérer ensemble ? Par exemple, on a une monnaie, c'est l'euro.
Pour que l'euro tienne debout, il y a une banque centrale. La banque centrale, elle fixe les taux d'intérêt, elle fait des choses un peu complexes. On va pas. Et il y a aussi des politiques économiques. Une monnaie, ça sert à l'activité économique. Vous achetez, vous investissez, vous recevez un salaire, etc. Bon. De ce point de vue-là, le problème, c'est qu'on n'a pas un centre de décision dans lequel on peut décider pour l'ensemble de la zone euro. Et qu'est-ce qu'on a vu au moment de la crise financière? Vous étiez tout petit, je vais vous parler de temps lointain, ça fait toujours un peu prendre un coup de vieux. Mais là, vous faites référence à 2009-2010 ? Oui, la période entre 2009 et 2015. Donc vous êtes trop petits, en tout cas les plus jeunes, mais il y a des très jeunes aussi dans la salle qui s'en souviennent peut-être. C'est parti des États-Unis, essentiellement. Alors la crise financière est partie des États-Unis, mais comment on a dû la gérer en Europe? On a dû la gérer avec une banque centrale qui était unique, qui, elle, a un pouvoir de décision dans lequel ce n'est pas seulement des représentants des États, c'est à la fois les gouverneurs, mais qui ne sont pas là pour représenter leurs États, et un directoire. Mais surtout, on n'avait pas de politique, on n'a pas un budget européen de la taille d'un budget d'une entité fédérale. Par exemple, si vous comparez l'Europe avec les États-Unis, il n'y a pas un budget européen qui permettait de répondre à la crise. Et là, moi, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas compris avant, c'est que le Conseil européen, donc vous avez M. Macron, à l'époque c'était pas mal. Alors, on va se mettre en 2010 tout ça. Donc c'était la chancelière Merkel, c'était Nicolas Sarkozy, c'était Silvio Berlusconi en Italie, enfin peu importe. Tous ces gens-là, ils sont chacun légitimes dans leur pays. C'est tout à fait vrai. Chacun selon sa constitution. Mais quand ils se mettent ensemble pour prendre des décisions collectives, ils ne sont pas contrôlés. Ils sont contrôlés par personne. Alors que dans tous les systèmes parlementaires, l'entité exécutive, le Premier ministre, notamment au Royaume-Uni qui a inventé la démocratie, mais aussi le chancelier allemand, il y a une responsabilité d'une personne qui est à la tête d'un gouvernement face à un Parlement. Ce dont on s'est rendu compte dans la crise financière, c'est qu'on a un groupe de gens qui sont en charge des décisions suprêmes, qui ont pris des décisions qui ont pesé sur la vie des Grecs, par exemple, dont certaines étaient justifiées. Franchement, les gouvernements grecs d'avant avaient à la fois un peu menti sur leurs statistiques et pas prévu l'avenir. Donc, bon, ça a été dur, mais ça n'a pas été dur parce que l'Europe était cruelle. Ça a été dur parce que la situation était grave. Et donc, moi, j'ai vraiment un problème avec l'Union telle qu'elle est en ce moment, parce qu'on a un Parlement qui contrôle la Commission, qui peut la renvoyer, ça s'est déjà passé. On a les commissaires qui passent devant le Parlement, et je peux vous garantir, je peux témoigner que ce n'est pas une partie de plaisir. Mais dans le fond, l'organe qui décide le plus, il n'a rien à voir avec ces deux-là. Et c'est là qu'on atteint des limites, à mon avis. On l'a vu dans la crise sanitaire. C'est-à-dire que si tous les chefs d'État et de gouvernement sont d'accord et qu'on a une certaine harmonie pour aider l'Ukraine en ce moment, si tout le monde est d'accord, c'est très bien. Mais vous avez déjà essayé d'aller au cinéma à 27 ? Faites le test. Essayez de dire ce soir, on va au cinéma à 27. Arrivez à vous mettre d'accord sur le choix du film, l'horaire, le cinéma, etc. Donc je prends des exemples hyper concrets pour vous dire que voilà, il y a des questions de démocratie. À mon avis, elles ne sont pas exactement là où le débat a lieu. Et on pourrait en parler pendant des heures, mais il n'empêche qu'on est à peu près les seuls au monde à essayer de faire ça. Oui, mais ça, finalement, l'opinion publique le sait, le constate, ces blocages. Oui, mais l'opinion publique, sincèrement, on a écrit un bouquin avec Mario Monti en 2012. Je ne connais pas beaucoup de gens qui mettent en cause, et par exemple pas la horde de journalistes qui va aux réunions du Conseil européen. Parce que ça se passe comment, un Conseil européen ? Alors, un Conseil européen, ils arrivent en général un jeudi, dans l'après-midi. D'ailleurs, à la télé, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait que c'est une exposition de voitures, parce que les voyez sortir des voitures et puis ils sortent. C'est la chose qu'on voit. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur, il n'y a pas de transparence, donc voilà, on les voit arriver, on voit leurs jambes, on voit la porte, et puis hop, après ils rentrent et on ne sait plus. À l'intérieur du Conseil, il y a des discussions, chacun, encore une fois, étant parfaitement légitime, et je respecte toutes les personnes qui y siègent ou qui y ont siégé. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin ? Donc, ils prennent des décisions de manière totalement obscure, ils sortent, et alors là, cerise sur le gâteau, ils vont chacun dans une salle de presse différente, vous avez peut-être participé à cet exercice comme journaliste, et chacun raconte dans sa langue, à son public, ce qu'ils ont décidé. Dites-moi s'il y a un conseil municipal, un conseil d'administration d'une entreprise, un gouvernement dans lequel on voit à la sortie chacun qui va faire ça. Alors en tout cas, si on le fait, c'est pas extrêmement bon signe. Un regard très critique, réaction de Jean-Marc Libéraire, donc cet héritage de Jean Monnet, ça pose la question de la gouvernance finalement de l'Europe aujourd'hui et je dirais de la hiérarchie des strates, puisque l'Europe, ce sont des différents pays, 27 États en l'occurrence. Donc où est-ce qu'on met le curseur
de la souveraineté finalement au niveau européen. Et cette gouvernance aujourd'hui, Sylvie Goulard le prouve avec son expérience européenne, ça bloque, ça marche pas. Et effectivement, on a commencé sur... ça marche un peu. Mais on a commencé sur un modèle qui était très fédéraliste, très supranational. La haute autorité avait une capacité de décision. Elle pouvait même donner des amendes aux entreprises et elle levait des taxes. Donc ça a duré quelques années. Et puis petit à petit, en réalité, le balancier a évolué du supranational, on va dire, à l'intergouvernemental. À un point où, avec Maastricht notamment, on était dans un modèle dans lequel le Conseil européen commençait à créer des organes. Indépendamment des constitutions en tant que telles, des institutions, on va dire, ouais. Maastricht, c'est resté dans l'esprit public comme le carcan des 3% de déficit par rapport... Attendez, il a été ratifié dans tous les pays, et il a été ratifié en France par référendum avec une majorité courte, c'est exact, mais ce sont des règles que nous nous sommes fixées nous-mêmes. Et en contrepartie, non mais je le dis surtout pour les jeunes, parce qu'on entend énormément de choses comme ça, si vous décidez de faire des choses avec d'autres, c'est pas choquant d'avoir des règles pour le faire avec d'autres. D'ailleurs, quand vous jouez à un sport d'équipe, on ne joue pas au foot ou au basket sans règles. Voilà. Quand on est une équipe, il faut bien des règles. Et c'est un peu perçu après coup comme un carcan qui nous aurait été imposé par je ne sais qui d'ailleurs, alors que, par exemple, un truc rigolo, c'est que l'Allemagne n'en voulait pas. Vous lisez la presse italienne, plus qu'en France. Partout, on vous dit « Oh là là, c'est l'Allemagne qui a imposé ses vues ». Les Allemands ne voulaient pas de l'euro. C'est le chancelier Kohl qui a beaucoup insisté, qui a d'ailleurs fini par perdre les élections. Donc, c'est très marrant comme il y a une réécriture ex post aussi. Donc, Maastricht, effectivement, c'est le traité qui a créé la monnaie unique. Cette monnaie, elle nous a énormément protégés. Il n'y a plus de coût de change. Vous traversez les frontières, vous vous rappelez même plus, si vous n'avez jamais connu le fait qu'il fallait avoir plusieurs porte-monnaies, plusieurs monnaies, qu'en plus les banques, au passage, se servaient chaque fois que vous changiez l'argent, etc. Et ça nous protège des dévaluations Ça nous protège même un peu trop, à mon avis, parce que si on avait des dévaluations, peut-être on ferait moins de dettes comme des fous, parce qu'à un moment donné, on serait sanctionné par les marchés. Donc, effectivement, on a accepté des contraintes en contrepartie d'un certain nombre d'avantages. Et dans la vie, les gens, en général, ils empochent les avantages et après, ils se plaignent des contraintes. Voilà, c'était une petite note de bas de page. Non, mais c'est très important. Jean-Marc Libéraire. Non, ce que je voulais évoquer, c'est qu'en réalité, on a poussé tellement la logique intergouvernementale au détriment de la logique communautaire qu'on s'est arrêté au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on aurait dû une monnaie commune, très bien, mais il faudra avoir un budget commun. Schengen, la libre circulation des habitants à l'intérieur de l'espace Schengen, c'est bien, mais à ce moment-là, il faudrait aussi avoir un contrôle européen aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et en fait, quand on se plaint de l'inefficacité de l'Europe, c'est en général l'inefficacité de ce qui reste de l'intergouvernemental, et non pas l'inefficacité de ce qui reste de ce qui est Qu'est-ce que vous appelez l'intergouvernemental concrètement? C'est ce qui relève de la décision du Conseil européen et non pas des prérogatives de la Commission. Peut-être un exemple concret, parce que c'est très juste de parler de Schengen. Donc, vous traversez les frontières, ce qui est assez fantastique. Imaginez le nombre de jeunes de votre âge dans le monde qui ne peut pas voyager sans avoir des visas. Et ces visas sont difficiles à obtenir. Vous avez plein de jeunes en Afrique, en Amérique du Sud, etc., qui ne peuvent pas voyager librement. Donc nous, on a la chance de se promener comme on veut dans un espace très large. Simplement, le problème, c'est que nous avons toujours des systèmes de police et de justice qui sont très séparés. Donc, si un pédophile traverse la frontière avec un enfant pour l'emmener de l'autre côté pour de mauvaises raisons, eh ben, cette facilité qu'on lui a donnée, on l'a donnée aussi à des tas de gens qui, heureusement, font des choses tout à fait légales, se heurte ensuite à des gros problèmes de mise en œuvre des actions de police et de justice. Et c'est là qu'effectivement, on est resté au milieu du gué. Parce que les États ont dit, on cède un peu, mais pas trop. Et parfois, moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand je travaillais avec le président Prodi, le 11 septembre, là aussi, vous n'étiez pas né, 11 septembre 2001, attaque de New York, panique à bord, émotion énorme dans le monde entier. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que l'Europe fasse quelque chose. C'était les Américains qui étaient attaqués, mais bon, il faut que l'Europe fasse quelque chose.
Et la Commission avait déjà dans ses tiroirs le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire l'idée que quelqu'un qui commet un acte grave, un crime, un acte mafieux, un enlèvement, un viol, etc., dans un autre État membre, peut être poursuivi facilement. Et si jamais il est arrêté parce qu'il croit se mettre à l'abri à Vintimille ou juste de l'autre côté de la frontière allemande, et qu'il est attrapé par la police d'un autre État membre, on peut le renvoyer très vite dans son pays. C'est ça le mandat d'arrêt. La Commission se battait depuis des années pour avoir ce mandat d'arrêt. Eh bien, je suis au regret de dire, c'est terrible, qu'en quelque sorte, c'est le 11 septembre qui a permis cette avancée. Parce que là, les ministres de l'Intérieur et de la Justice et les premiers ministres, ils ont tous quand même eu la trouille qu'on dise qu'ils ne faisaient rien. Et donc là, on a mis, et j'avais proposé au président Prodi, non mais c'est une mauvaise blague, on aurait pu mettre l'Europe reconnaissante aux terroristes. Quoi. Parce que, non mais c'est triste d'en arriver là. À quelque chose malheureux, bon. On n'anticipe pas assez, et c'est très concret. Et donc quand vous avez chaque justice, chaque police qui veut garder le contrôle, et ben à la fin, malheureusement, c'est souvent la sécurité qui... Jean-Marc Libéraire, on voit bien le niveau de blocage, mais il y a plein de raisons d'espérer aujourd'hui en Europe. Dans le fonctionnement, les modes de fonctionnement, il faut revoir beaucoup de choses, évidemment. Quelles sont ces raisons d'espérer de l'Europe aujourd'hui ? Je pense que déjà, il faut regarder un peu derrière nous, ce qu'on a réussi à faire en 70 ans. De temps en temps, je me demande ce que Monet dirait maintenant s'il débarquait, et je pense qu'il serait absolument ébloui par le travail qui a été réalisé et par le fait qu'on a réussi à créer cet espace commun, cet espace démocratique. Il faut se souvenir que dans les années 70, l'Espagne, le Portugal, la Grèce étaient des dictatures. Aujourd'hui, on a un espace démocratique qui est unique. On a un espace de valeurs qui est unique aussi. L'Europe, l'Union européenne, c'est le seul espace géopolitique dans lequel la peine de mort a été abolie. On a des valeurs uniques. On a une vraie volonté, je crois, de trouver cet équilibre entre efficacité, intérêt commun et souveraineté nationale que nous permet de faire cet outil institutionnel qu'on a, qui n'est pas parfait, qui a évolué d'une certaine façon, mais qui est unique, qui est extraordinaire. Je crois que tout ça, ça doit nous donner des raisons d'espérer. La grosse difficulté, en réalité, elle vient de la difficulté des États d'imaginer que la souveraineté, que la légitimité démocratique puisse venir d'autre part que d'eux. Et donc, on est toujours dans cette tension entre le besoin d'efficacité qui est quand même garanti par l'action commune des institutions européennes et la politisation des États et le fait qu'ils doivent répondre à leurs citoyens en réalité et à des tensions nationales. Est-ce que ça peut marcher finalement? Juste l'exemple. Juste un exemple qui va je pense, vous parler, le pacte vert. La Commission a fait un travail absolument remarquable sur le pacte vert qui permet vraiment à l'Europe d'imaginer d'être un leader mondial sur les questions climatiques et environnementales. Par contre, à partir du moment où les États se rendent compte que ça risque de les mettre, eux, indépendamment, l'un après l'autre, dans un désavantage économique par rapport aux États-Unis ou à la Chine, et qui vont avoir du mal à gérer ça par rapport à leur population, c'est eux qui retirent ensuite, qui retiennent la Commission et qui essaient de trouver des arrangements qui diluent le pacte vert. Donc il faut trouver ce bon équilibre. Moi, je suis convaincu que les discussions qui vont avoir lieu dans le cadre de l'élargissement... on va y revenir, parce que ça, voilà. C'est un vrai sujet à part entière, et ça pose lui aussi quelques questions sérieuses. Sylvie Goulard, on était dans les exemples tout à l'heure. Il y a quand même un gros sujet en ce moment, je ne vais pas faire le tour des problèmes géopolitiques de la planète, mais c'est l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, vous avez été ministre des Armées, donc voilà, encore une fois. Pourquoi ça bloque? Pourquoi les Européens ne se disent pas il faut qu'on se défende quand même nous-mêmes et chacun continue à tirer à U et à dire on n'a pas de budget européen de défense, on n'a pas d'armée finalement européenne, ce qui est quand même ahurissant. Alors oui, c'est compliqué quand même parce que... je suis d'accord avec vous. D'abord, si vous m'avez demandé d'abord quelles étaient les raisons qu'on pouvait avoir d'espérer. Les raisons d'espérer, je vais vous dire, c'est les chiffres de la démographie mondiale.
C'est-à-dire que si on est un minimum sérieux, voilà, la plupart de nos pays sont... Allez, l'Allemagne ou la France, c'est 2 ou 3 villes chinoises en termes de population. Je le dis sans rire. Hein. Vous avez en Chine des villes de 20 à 30 millions d'habitants. Donc vous avez plein de pays d'Europe qui sont très attachés à leur souveraineté et leur dignité n'est pas en cause, mais qui sont un quartier d'une ville chinoise. Vous avez des pays dont on parle peu, comme l'Indonésie, 200 millions d'habitants, l'Égypte, 100 millions d'habitants, etc. Donc je pense que le premier exercice qui devrait être fait dans toute réunion politique, dans tout dîner de famille, amusez-vous à ça. Amusez-vous dans un dîner de famille à avoir simplement les chiffres de la population d'un certain nombre de pays. Parce que ça, avec le tonton là, qui a un peu bu, ça aide parfois. Vous voyez, bon. Donc il faut simplement avoir une analyse lucide de l'état du monde. L'état du monde, c'est que nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes, mais nous devons prendre conscience qu'il y a des peuples extrêmement jeunes, dynamiques, qui aspirent à prendre leur place. Et que dans ce monde-là, c'est une illusion de penser que nous allons conserver un certain nombre de prérogatives. Si vous regardez ce qui se passe, parce que vous parlez de géopolitique, c'est malheureux à dire parce que le résultat, c'est une guerre effroyable entre Israël et la Palestine. Mais la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous n'avons pas pu accompagner dans la région, et je ne dis pas laquelle, je n'ai pas la solution, je suis très humble, mais nous n'avons pas pu, par notre rôle, par les instances qu'on a créées après la Seconde Guerre mondiale pour faire la paix, on n'a pas apporté la paix. Bon. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut toujours dire on est au Conseil de sécurité, j'en parlais avec une Britannique ce matin, eux aussi ils y sont, mais alors le résultat, malheureusement, ce n'est pas brillant. Donc on a quand même une chose extraordinaire, c'est ce legs qu'on a reçu après la Seconde Guerre mondiale de gens qui en avaient vécu deux. Monnet, Schuman, De Gasperi, Adenauer, vous prenez tous les pères fondateurs, ils n'en avaient pas vécu une, ils en avaient vécu deux. Donc ils ont vu envoyer des jeunes gens de votre âge dans les tranchées. Si vous étiez né en 1898, 80% d'entre vous auraient été trucidés dans des tranchées, du côté français ou du côté allemand, gazés, amputés, etc. Donc ils avaient vu ce que c'est quand même, le nationalisme et ses conséquences. D'ailleurs, François Mitterrand avait dit le nationalisme, c'est la guerre, il avait raison. Donc, la raison d'espérer, c'est quoi? C'est qu'on est dans un monde dans lequel les Européens ont quand même bigrement intérêt à s'organiser. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait pour la défense? Il y a plusieurs raisons. La première, il faut le dire sans aucune... Notre défense est assurée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en partie par les États-Unis. À travers l'OTAN. À travers l'OTAN. Et la France a joué un rôle majeur. C'est le paradoxe absolu de notre pays, qui est probablement celui qui voudrait le plus une Europe puissance et qui, en 1954, en torpillant la communauté européenne de défense, ça a eu pour première conséquence l'entrée de l'Allemagne dans l'OTAN. Et depuis 1955, les Américains jouent un rôle majeur ici. Quand j'étais ministre des Armées, j'avais les chiffres, etc., pas rentrer dans les détails, mais de toute façon, nous devons une partie de notre sécurité aux Américains. Donc il ne s'agit pas de dire on va faire l'Europe de la défense contre les États-Unis. Dans la plupart des pays d'Europe, ça ne se défend pas. Est-ce que ça ne pose pas un problème de souveraineté, justement? Oui, mais attendez, c'est pas que maintenant on est souverain, et si on faisait l'Europe de la défense avec les Américains, on le serait beaucoup moins, puisque aujourd'hui, nous vivons quand même dans une Europe dans laquelle nous pouvons dire merci aux Américains d'avoir sacrifié leur GI en 1944 et d'avoir depuis considérablement investi, ce qui nous a permis d'avoir un modèle social très confortable. Parce que pendant qu'eux finançaient l'effort de défense, nous, on finançait la sécurité sociale. Donc, l'une des questions qui se pose en Europe en ce moment, c'est quel est le degré de coopération avec les États-Unis, avec beaucoup d'ambiguïté, mais voilà, il y a un dosage à trouver qui n'est pas simple. La deuxième question qui se pose, c'est la question de savoir pourquoi on est prêt à mourir. Vous êtes prêt à mourir pour l'Europe ou pas? Non, mais parce que, in fine, quand on parle de défense, c'est la seule question qui compte. Les sous, ça se trouve, ou ça s'emprunte un peu trop en ce moment, mais les armements, ça se fabrique, les ingénieurs, ça se trouve. Mais là, hier soir, j'ai entendu un de mes généraux que j'aimais énormément, le général Lanata, qui a été à la fois chef d'état-major de l'armée de l'air en France et commandant suprême de l'OTAN à Norfolk sur ce qu'on appelle la transformation. Et il disait lui-même, mieux que moi, parce que lui, il a été au combat, que voilà, à la fin, si vous voulez, quand on parle d'Europe de la défense, il faut savoir pourquoi on est prêt à mourir. Et troisième chose, qui est extrêmement importante quand même, c'est quelle est la chaîne de commandement qui fait qu'on envoie des gens éventuellement défendre un territoire, des valeurs, etc., comme l'a dit Jean-Marc.
Et ça, je vais vous dire, c'est vachement compliqué à mettre en place. Et on n'a pas commencé vraiment à y travailler. Pourquoi ? Juste un mot, vous prenez la France et l'Allemagne. Rien que ces deux pays. L'Allemagne, depuis la Seconde Guerre mondiale, et c'est tout à son honneur, se méfie du pouvoir exécutif. Il y a plein de gens qui disent les Allemands ne prennent pas leurs responsabilités, ils n'exercent pas le leadership. Vous savez comment on dit leadership en allemand ? Führerprinzip. Voilà. Donc, que les Allemands ne soient pas prompts à exercer le leadership, je trouve que c'est une évolution que nous avons souhaitée et que nous devrions saluer. Mais il est vrai aussi que quand on doit prendre des décisions militaires, il faut un pouvoir exécutif fort. Donc en Allemagne, vous avez un Bundestag, une assemblée parlementaire très puissante qui contrôle l'action du chancelier, qui contrôle l'action du gouvernement, qui contrôle les exportations d'armes, ce qui pose parfois des problèmes pour l'Europe de la défense et l'armement. En France, nous avons un système dans lequel le président de la République peut décider seul d'envoyer l'arme nucléaire. Et qui peut décider seul d'envoyer des troupes au Mali. François Hollande a décidé en l'espace de 3 heures d'envoyer des troupes au Mali quand Bamako allait tomber dans les mains de terroristes, ce qui, pour des raisons de terrorisme, etc., aurait été catastrophique. Sur la demande des autorités maliennes, je précise bien, il ne s'agit pas d'aventure coloniale. Donc, comment on arrive à trouver en Europe le bon équilibre entre des autorités qui peuvent décider rapidement et tous les cordes de rappel démocratiques. Voilà. Donc vous avez des questions d'ordre très différent pour l'Europe. Bien sûr. Alors Jean-Marc Libéret, on a vu la question de la souveraineté. Est-ce que l'Europe n'est pas victime finalement d'une technocratie trop forte qui a pris le pas sur le politique, qui pourrait peut-être avoir plus la main sur les choses, comme le dit Sylvie Goulard. Est-ce que l'Europe n'est pas victime de sa propre technocratie ? Alors, technocratie par rapport à politique, je ne suis pas sûr que ça soit tellement le sujet, parce que justement, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans de nombreux domaines, ça serait mieux de laisser la main à une Europe, à une technocratie, on va dire, informée et qui a un certain niveau d'indépendance pour gérer des projets, des sujets dans l'intérêt de tous, plutôt que de les laisser en proie aux débats politiques nationaux qui sont plutôt source de division. Donc je ne pense pas que ça soit tellement le sujet. Si le sujet c'est une bureaucratie, oui. Si on reprend, puisqu'on parlait de Monnet, Monnet s'est opposé longtemps à l'idée d'un statut de fonctionnaire européen, et il imaginait les institutions européennes comme des institutions assez petites, assez focalisées, qui se focalisaient... Jean-Marc, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup moins de monde à la Commission européenne pour 27 pays et 450 millions d'habitants qu'à la ville de Paris. Oui, non, mais je dis non, pas... mais c'est la réalité. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de bureaucratie tentaculaire à Bruxelles, on peut aimer ou pas, on peut aimer ce qu'ils font ou pas, mais en nombre... ça reste une administration de commando, de mission, et c'est très très juste ce que tu disais, ce que Monnet souhaitait. Il y a l'esprit, il y a le nombre. Moi, je suis d'accord sur le nombre. Je pense qu'on gère une complexité incroyable avec des effectifs relativement réduits. Je ne suis pas sûr que dans l'esprit commando, l'esprit de mission qui animait les premières institutions se retrouve dans les institutions actuelles. Donc c'est ça par rapport à la question de la technocratie. Est-ce que ça devient une technocratie qui effectivement est peut-être un petit peu débordé en termes de boulot, parce qu'on voit comment il bosse à Bruxelles et il ne chôme pas, mais qui finit par se focaliser plus sur sa propre survie que sur la mission qui lui est confiée. Et peut-être qu'avec justement des effectifs plus importants, des moyens plus importants, on pourrait retrouver cet esprit de mission qui animait les premières institutions. Mais je ne pense pas qu'on puisse... opposer une technocratie aux politiques. En tout cas, vous parliez du nombre. La question du nombre aujourd'hui en Europe, c'est l'élargissement à d'autres pays. Est-ce que, on voit le constat que vous dressez tous les deux, est-ce qu'on est arrivé au stade où on peut se permettre aujourd'hui de parler d'élargissement ? On voit déjà que c'est très difficile à 27, qu'il y a des solutions, notamment politiques, c'est ce que j'entendais peut-être tout à l'heure, mais... concrètement, l'élargissement, aujourd'hui, est-ce qu'il est souhaitable, cet élargissement ? Et est-ce qu'il est possible ? Quand on dit l'élargissement, c'est quoi ? C'est l'Ukraine qui entrerait dans l'Europe ? La Moldavie, plus tard, ce qui pose d'énormes problèmes. Donc il y a 10 pays qui potentiellement se pressent
Et effectivement, l'Ukraine, c'est l'énorme morceau. Bon, moi, je crois que là, ça relève de décisions géopolitiques. Est-ce qu'on est prêt à élargir aujourd'hui? Certainement pas. Est-ce qu'on sera prêt dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais il y a pour des raisons géopolitiques, les 27 semblent s'être alignés sur le fait qu'il fallait travailler sur une perspective d'élargissement et donner à certains peuples européens la perspective de rejoindre l'Union européenne dans un horizon assez proche. Donc ça, je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est vraiment des considérations qui sont géopolitiques. En revanche, la question de savoir si on est prêt, on n'est pas efficace aujourd'hui à 27. On n'est certainement pas prêt à absorber des pays comme l'Ukraine ou d'autres, et qui eux-mêmes ne sont pas prêts non plus à nous rejoindre. Ça soulève tout un tas de problèmes. Ça soulève des problèmes au niveau de chaque institution, bien sûr, au niveau du Conseil européen, des modes de décision. On ne peut pas imaginer de continuer à prendre certaines décisions à l'unanimité lorsqu'on est, on va dire, 35. Déjà 27, c'est difficile. Donc il va falloir réfléchir à quelles sont les décisions qu'on prend à l'unanimité, quelles sont les décisions qu'on prend à la majorité. Au niveau de la Commission, c'est difficile d'imaginer 35 commissaires, hein, sachant qu'on a un collège de commissaires de 27 aujourd'hui déjà. Il y a un commissaire européen par pays voilà, qui forme un collège. Et alors là, je laisserai Sylvie élaborer là-dessus. Mais donc, il faut imaginer un nouveau fonctionnement. Au niveau du Parlement, est-ce qu'on va rajouter 150 parlementaires alors qu'on en a 750, je crois aujourd'hui? Certainement pas. Donc il y a un énorme travail. On n'est pas prêt. Non, il y a un énorme travail de préparation à faire avant de même pouvoir envisager l'élargissement. Alors, mais c'est une chance d'une certaine façon, parce que c'est un travail qu'il faut qu'on fasse de toute façon, qu'on n'élargisse pas ou pas. Si ça peut créer l'incentive, on va dire en anglais, l'aiguillon pour faire ce travail d'efficacité et je dirais renforcer la partie communautaire par rapport à la partie intergouvernementale de façon très schématique, je pense que ça peut être une chance de se saisir de ça. L'élargissement, Sylvie Goulard, on parle de l'Ukraine. Par exemple, il y a un sujet économique, il n'y a pas que la géopolitique, il y a aussi l'économie. On sait que l'agriculture ukrainienne, c'est une concurrente énorme pour l'agriculture française. On ne reviendra pas sur la politique agricole commune, etc. Est-ce que la France va se laisser faire en disant « mais attention, l'Ukraine arrive, nous, qu'est-ce qu'on va faire de notre blé ?» Je schématise, pardon. Mais alors, même question, est-ce qu'il est temps, est-ce qu'on peut aujourd'hui élargir l'Europe? Est-ce que c'est souhaitable? Pour ma part, j'ai travaillé avec le président Prodi quand il avait la Commissione dell'allargamento, et donc la commission qui a porté le nombre d'États de 15 à plus de 20, avec l'arrivée de tous les pays d'Europe centrale et orientale. Donc c'est pas que je ne crois pas au fait que les peuples européens n'ont pas le droit d'entrer, ils peuvent demander à entrer dans l'Union. Et j'y ai travaillé une partie de ma vie. En revanche, il y a 20 ans, j'avais déjà écrit un bouquin qui posait un certain nombre de questions au moment où on envisageait l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et là, Jean-Marc, avec beaucoup de respect, mais il n'y a pas que toi qui le dis, il y a beaucoup de gens, moi je me méfie énormément d'abord de l'adjectif géopolitique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut savoir de quoi on parle si on parle de géopolitique. Si on parle de géopolitique et les gens qui disent de bonne foi, mais Poutine est en train d'étendre la patte de l'ours russe sur toute cette partie de l'Europe, que ce soit les Balkans, l'Ukraine qu'il a déjà attaqué, la Moldavie où il fait de l'agitation, la Géorgie pareil, etc. Et parce que la Russie autoritaire et ne reculant devant rien est là, il faut qu'on aide ces pays, alors il faut se poser la question de savoir jusqu'où on est prêt à aller. Est-ce qu'on est vraiment prêt quand on fait des promesses à des gens qui sont sous les bombes, qui ont été, pour certains, massacrés, dont les enfants sont déportés? Enfin, il faut voir qui on a en face. Est-ce que nous sommes prêts à être sérieux? Et là, Jean-Marc, pour avoir vécu les vagues d'élargissement précédentes, je ne crois plus à l'argument de l'impérieuse nécessité qui va faire voir la lumière à des gens qui ne veulent pas avancer. C'est pour ça que, pour ma part, j'aurais tendance à dire que si on fait des promesses, il faut qu'au moment où on prend les décisions, on ait un plan, même un plan par étapes, tu l'as dit, ça peut prendre des années, avec un certain nombre de pays qui sont vraiment d'accord pour faire certaines choses, et que tout ça forme un ensemble sérieux. Voilà. Il faut que nous soyons sérieux.
Il faut que nous soyons sérieux sur le plan de la défense et de la sécurité, que nous nous posons des questions qu'objectivement, depuis des dizaines d'années, nous renvoyons toujours un peu comme la canette qu'on fait rouler. Oui, j'allais vous demander, que ne l'a-t-on fait jusqu'à présent? Alors, parce que voilà, si vous voulez, cette idée que parce qu'on veut aider les Ukrainiens, les Moldaves, les Géorgiens, etc., le jour où ça signifiera qu'il faut réduire la PAC, tous les agriculteurs français et tous les partis politiques dont c'est la clientèle vont dire « mais oui, bien sûr, les pauvres Ukrainiens, il faut qu'on les aide ». Voilà. Si on a des tas de gens qui sérieusement se mettent autour d'une table et disent « ok, on a compris que le monde change, on est prêt à partager la souveraineté, on est prêt à augmenter le budget, on est peut-être prêt à travailler plus ». Non mais on est dans des populations dont la démographie diminue. Il faudrait qu'on finance à la fois 3 choses en ce moment. Un effort géopolitique de défense indépendamment de l'Ukraine, parce que le monde est devenu très dangereux. Deuxièmement, une transition énergétique et climatique qui oblige à des investissements colossaux. Et troisièmement, l'élargissement. Parce qu'il s'agit de tirer des pays dont le plus développé est en dessous du niveau de la Bulgarie, qui est le pays le plus prospère de l'Europe, enfin le moins prospère de l'Europe en ce moment. Donc voilà. Moi, je ne dis rien sur ces peuples, je ne dis pas que c'est eux qui n'ont pas leur place et autres. Je dis simplement qui, et la Commission a proposé la semaine dernière un papier sur l'élargissement que vous pouvez aller trouver sur le site Internet, qui ne me paraît pas répondre à cette question. En 1993, lorsqu'on a fixé les critères pour l'élargissement de l'Union, il y avait 3 critères qui s'appliquent aux candidats. 3 critères de bon sens. Il faut que leur démocratie, leur état de droit soient au niveau. Protection des minorités, qualité de la justice, etc. Deuxièmement, il faut que leur économie résiste à la pression concurrentielle de l'entrée dans le marché. Et troisièmement, il faut qu'ils reprennent les règles, ce qu'on appelle, entre guillemets, dans le jargon, l'acquis communautaire. Mais il y avait un 4e critère. Ce 4e critère, c'était que l'Union européenne doit être capable de les accueillir correctement, tout en maintenant l'élan de l'intégration. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'on apprécie à l'instant T où ces pays rentrent, est-ce que ça va encore, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des choses? Et je suis extrêmement triste de voir qu'on en est arrivé à un point en Europe où dans les documents de la Commission ou dans les documents du Conseil, cet aspect-là n'est plus mentionné. Il se trouve que je connais la personne qui avait introduit ça. C'était un diplomate belge fantastique qui s'appelait Philippe de Scoutet, qui appartenait à cette génération très communautaire et qui disait, voilà, il n'opposait pas les uns aux autres. Il ne disait pas on ne doit pas faire l'élargissement. Il disait mais si on veut faire l'élargissement, comment on fait en sorte, en étant sérieux, en prenant des engagements, pas en repoussant, on verra un jour d'ici à ce qu'ils arrivent. Parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai fait de la politique, donc je peux le dire avec beaucoup de... Parce qu'il n'y en a pas un de ceux qui ont pris la décision ou qui vont la prendre au mois de décembre qui seront encore là le jour où il y aura les problèmes. Et que les politiques adorent renvoyer les choses. Alors, ils font l'effet d'annonce. Ça s'appelle les échéances électorales. Mais oui, mais les citoyens n'ont pas besoin d'être des gogos et d'accepter qu'on les traite comme ça. Je veux dire, on peut quand même aussi se dire que si quelqu'un prend une décision aujourd'hui, il faut qu'il assume dans l'ensemble des conséquences qui sont derrière. Ce que faisaient d'ailleurs des gens comme le chancelier Kohl. Alors, il nous reste à peine 10 minutes. N'hésitez pas à poser les questions. Encore une fois, les indications vous sont précisées. Je crois qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez envoyer un SMS et les questions arrivent ici. Pour l'instant, je crois qu'on dit tout. Il n'y a pas de questions particulières. Donc, on avance dans le débat. Vous souhaitiez réagir, Jean-Marc Libéraire, là-dessus? Et après, j'aurai une dernière question de conclusion. C'était plutôt une question pour Sylvie. Dans la mesure où... dans le cadre de l'élargissement, il va y avoir des capacités et des volontés d'intégration des différents membres qui va être différente et que le risque qu'on perçoit, c'est celui d'une dilution par rapport à ce que tu disais. Est-ce que ça va casser l'élan ou pas de l'intégration? Cette idée d'une Europe à plusieurs vitesses où il y aurait un cœur qui serait prêt à aller plus vite, plus loin, qui pourrait être la zone euro actuelle, avec différentes populations, on va dire, jusqu'à la communauté politique européenne, où on va dire les candidats. Est-ce que c'est une solution qui est pratique, qui est souhaitable? Alors, d'abord, il y a une chose qu'il faudrait peut-être dire, parce qu'il y a une institution qui a son siège en France, qui comporte une assemblée parlementaire, une banque d'investissement, une cour et une convention de protection des droits humains qui s'appelle le Conseil de l'Europe. Tous les pays concernés font partie du Conseil de l'Europe. D'accord ? L'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, les Balkans. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'éventuellement on n'élargit pas que ces pays sont laissés dans une espèce de...
Son siège est en France, à Strasbourg. Et c'est important parce que la Convention européenne des droits de l'homme est aussi beaucoup mise en cause dans le débat migratoire, etc. Donc on rendrait service, à mon avis, au Conseil de l'Europe si on le soutenait un peu. Et on y est acteur et on en est responsable parce que ça a été fondé aussi par des gens comme Robert Schuman, etc. Donc premièrement, il n'y a pas une sorte de vide sidéral. Et c'est déjà une Europe à plusieurs vitesses, d'une certaine manière, puisque vous avez des pays qui sont dans l'Union, d'autres qui n'y sont pas. Par exemple, c'est un des endroits où on dialogue avec les Britanniques qui en sont sortis. Donc, il ne faut pas présenter la situation comme étant... Deuxièmement, à l'intérieur de l'Union, il y a déjà ces modalités d'avancer à plusieurs vitesses. Moi, je vais vous dire, étant très attaché à la relation franco-allemande qui ne résume pas l'Europe actuelle, hein, les Français et les Allemands ne sont pas propriétaires de l'Europe, mais qui représente une masse de population, une masse économique, une masse de poids politique et un potentiel d'engueulade considérable, moi je dirais, Jean-Marc, que je serais assez d'accord avec toi si le cœur existait. Mais il est où le cœur battant de l'Europe, là ? Parce que quand Karl Lammers, Wolfgang Schäuble proposaient des avancées avec des géométries variables, des avant-gardes, moi je les ai connus. Karl Lammers, il nous a quittés l'année dernière. C'était un monsieur pour qui il disait toujours que la France et l'Allemagne, c'était le noyau du noyau. Mais c'était une époque où il y avait vraiment des consultations. J'idéalise pas du tout, on s'engueulait, mais grave. Mais ces engueulades avaient quand même lieu avant les conseils européens. Quand moi j'ai commencé au Quai d'Orsay en 89, il était impensable qu'un conseil européen se tienne sans qu'il y ait eu des discussions entre Kohl et Mitterrand et des positions communes. Et je peux vous dire que les fonctionnaires filaient doux. Quand ils se réunissaient, les deux chefs, là, il ne s'agissait pas de leur raconter des carabistouilles. Le chancelier Kohl, il avait arraché les poteaux frontières entre la France et l'Allemagne parce qu'il était jeune, il avait vu ce qui se passait à la fin de la guerre, il n'avait pas fait la guerre, mais voilà. Donc, tout ça pour dire, oui, on peut toujours avoir des géométries variables, mais le problème reste le même. Est-ce qu'à un moment donné, on partage la souveraineté ou pas ? Très rapidement, voilà. Réaction, et je vous pose la toute dernière question ensuite. Jean-Marc Libéret. Très rapidement, de façon un petit peu paradoxale. Enfin, Monnet disait il faut un pouvoir fort pour déléguer la souveraineté. C'est pour ça qu'il avait voté pour la Constitution de 1958. Et ce qu'on voit en Europe, tu parlais de Kohl et Mitterrand, c'est que plus on a des pouvoirs forts, plus on a des politiciens établis, avec une forte légitimité, et plus ils sont prêts à déléguer de la souveraineté et à jouer le jeu européen. Et c'est... Oui, enfin, Mitterrand, il a délégué un poco ma non troppo, comme on dirait en italien, parce que quand il y a eu le traité de Maastricht, la première version du traité de Maastricht, c'était donc, comme ça a été signé à Maastricht, c'est les présidences néerlandaises, comportait l'union monétaire et une union politique économique. C'est-à-dire qu'il y avait des organes, il y avait la capacité d'avoir une politique économique commune au service de la monnaie. C'est quand même la France qui l'a torpillé. Mais la France est un pays absolument fabuleux. Nous sommes à l'origine d'à peu près toutes les avancées de l'Union européenne et à l'origine de toutes les plantades. Non, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, la Ve République a un petit problème avec le partage de souveraineté. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de débat en Allemagne, ce qui m'arrive assez souvent, je ne dis pas, les Allemands en ce moment, ils n'ont pas tellement envie de la partager, la souveraineté. Mais je dirais que sur des structures de type fédéral, ils n'ont pas peur par principe. Et je dis pour les jeunes, est-ce que vous savez pourquoi les Français ont peur du fédéralisme ? Il faut aller lire ce qu'a écrit Mona Ozouf, qui est une dame absolument extraordinaire, sur la Révolution française. Pendant la Révolution française, tous ceux qui étaient favorables au fédéralisme et à des organisations décentralisées, pas jacobines, ce qu'on appelait les Girondins, ils se sont fait couper la tête dans la terreur. D'ailleurs, il y a eu des événements à Lyon qui ont été absolument effroyables pendant la terreur. Donc, en fait, à un moment donné, la France va devoir résoudre sa contradiction majeure, qui est d'être le pays qui voudrait le plus une Europe forte, mais qui répugne le plus à partager la souveraineté. Pour l'euro, pourquoi on l'a fait ? On l'a fait parce qu'on a eu l'impression qu'on piquait de la souveraineté aux Allemands, en fait. Et c'est pas faux qu'avant la création de l'euro, les décisions monétaires, elles étaient prises à Francfort, mais elles étaient prises à Francfort par la Bundesbank. Donc voilà, je ne veux pas caricaturer, je ne dis pas que tout est de notre faute, les autres ont leur tort. On voit qu'il y a du travail quand même. Il y a énormément de boulot, mais c'est bien, heureusement qu'il leur reste des trucs pour leur génération, parce que sinon ils s'ennuieraient beaucoup. Tout ça pour dire, n'achetez jamais les raisonnements un petit peu tout faits sur tout ça, quoi. Il y a des torts partout. Tout le monde voudrait énormément profiter de l'Europe en payant le moins possible pour le ticket d'entrée dans le système qui protège. On voit effectivement la masse de travail qui existe. Et merci infiniment pour cette je dirais,
profondeur des propos qu'on n'entend pas souvent, malheureusement, mais ça permet d'avancer. C'est un peu comme la crise de 2009. On prend des décisions ensuite. Là, on arrive à un échec, oui ou non. En tout cas, on voit la masse de travail qui reste et il faut aller de l'avant. Toute dernière question, je vous la pose à tous les deux et qui nous ramène à cette phrase de Monet et à la thématique de la table ronde. Coaliser les États ou unir les hommes, qu'est-ce qui est plus facile finalement? Est-ce que l'un ou l'autre est plus facile? On voit que coaliser les États, c'est un peu compliqué, et unir les hommes, et les femmes, bien sûr. Moi, je crois que coaliser les États, la coordination entre États a montré son impuissance. Donc, ce n'est pas vraiment la question de savoir si c'est plus facile ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que c'est utile et est-ce que ça donne des résultats. En revanche, lorsqu'on dépasse le cadre national et qu'on se met à agir ensemble pour notre bien commun, à ce moment-là, on a des résultats. Donc, est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus difficile? Je ne sais pas si c'est la question. Moi, je pense que c'est essentiel d'unir les hommes, de dépasser le cadre national, parce que dans le cadre national, on est totalement impuissant aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, c'est plus difficile d'unir les hommes parce que ça assure notre futur et notre survie, alors que continuer à être une coalition d'États, ou en tout cas nous coordonner entre nous, ça ne nous avancera pas. C'est la force de conviction, en fait. Alors, Sylvie Goulard, même question. Non, mais je crois qu'on a besoin un peu des deux. D'abord, parce qu'on est dans un monde d'États. Les États existent, on ne va pas les nier. Et encore une fois, le système institutionnel européen, il y a un côté qui est la légitimation qui vient des États. La légitimation qui vient... D'abord, Monet, il a dit ça en 52. Maintenant, on dirait quand même les hommes et les femmes. Non, mais ce n'est pas une note de bas de page. C'est pas une note de bas de page. C'est que moi, je crois beaucoup à la vertu de l'éducation. Et je rends hommage aux professeurs qui emmènent des classes au GECO ou ailleurs. Parce que unir les hommes, si ce sont des hommes et des femmes éclairés, à qui on a expliqué un certain nombre de choses, et c'est ça qui est dramatique sur l'Europe, et les journalistes ont un rôle incroyable à jouer pour continuer à expliquer. Parce que c'est pas unir des hommes que d'autres mènent avec des slogans nationalistes, haineux, de fermeture. C'est évidemment compliqué d'unir les hommes, mais si on a conscience de ce qu'on a à gagner ensemble et qu'en fait on récupère de la souveraineté au plan mondial quand on la partage, c'est un des paradoxes de la souveraineté. C'est qu'en fait, il y a des gens qui croient que c'est un gâteau, soit chacun a son morceau du gâteau et tout va bien, soit on pense qu'ensemble on peut faire grossir le gâteau. Et c'est vraiment ça l'idée qui est derrière. Et pour ça, il faut bien qu'il y ait l'aiguillon des citoyens, des hommes et des femmes qui n'ont pas non plus envie qu'on renonce à la paix. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai pas envie qu'on ait une guerre, j'ai pas envie qu'on revienne à tout ça. On voit que le monde est hyper dangereux et on a parcouru un chemin absolument fabuleux. Allez lire les conclusions, parce que ça a plus de valeur que ce que raconte Sylvie Goulard. Allez lire les conclusions de la Convention sur l'avenir de l'Europe, de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été organisée en 2021-2022. On n'en a pas beaucoup parlé. Vous verrez que la demande qui vient donc de tous ces citoyens qui avaient été tirés au sort, qui ont été invités sur un système électronique d'échanges transfrontières qui traduisaient leurs échanges. Enfin, il y a eu un effort énorme qui a été fait. C'était une idée quand même française au départ. Clément Beaune l'a beaucoup portée. Vous verrez ce qu'ils demandent. Et ce qu'ils demandent, c'est une Europe plus verte, c'est une Europe plus sociale, c'est une Europe plus unie, c'est plus de défense. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont plus à perdre quand on ne s'entend pas que les politiques qui ont beaucoup à garder quand ils gardent leur pouvoir. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sylvie Goulard, merci Jean-Marc Libéraire. On peut vous applaudir pour ces propos très francs. Merci Emmanuel. Je vous en prie, les propos très francs et qui permettent de faire avancer le débat. On se retrouvera très probablement pour d'autres éditions des GECO et refaire un nouveau point. Merci à vous toutes et tous. Vous pourrez retrouver bien sûr la vidéo, enfin le podcast plus exactement, de cette conférence dans je ne vais pas dire quelques heures, mais dans quelques jours sur Internet, bien sûr, comme toutes les autres conférences de ces GECO. Merci et puis bonne continuation parce que les GECO se poursuivent bien sûr. Bonne continuation.